3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, alors que la saison a bien commencé maintenant, qu'elle est partie sur les chapeaux de roue, il y a pas mal de joueurs qui m'ont très agréablement surpris. Ouais, ça reste très personnel, et je vous explique le concept juste après, mais il y a au moins 6 gars qui répondent largement au-delà des attentes que j'avais pour eux. Alors qui sont-ils? Est-ce que ça peut perdurer dans le futur, sur la durée? Eh bien justement, c'est parti, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quelles sont les meilleures surprises individuelles de ce début de saison NBA? Allez, aujourd'hui, on parle d'un concept assez simple, hein, vous l'avez vu, je vais pas l'expliquer pendant 2 heures, parce que je vais vous parler tout simplement, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez compris dans l'intro, donc des joueurs qui depuis le début de la saison m'ont surpris dans le bon sens en NBA. Donc comme d'hab, je vais vous en présenter 6, vous connaissez, le 6e homme, je présente 6 joueurs, je vous parlerai d'eux, et vous dans le chat, vous participerez au sondage pour me dire selon vous quels joueurs, parmi ceux que je vais présenter, parmi ceux que je vais citer, ont le plus de chances de confirmer cette bonne surprise de début de saison et de poursuivre sur leur rythme pour maintenir leur niveau de jeu qui est bon, si c'est des bonnes surprises, sur le long terme, histoire de voir si oui ou non ces surprises vous y croyez ou pas. Donc aujourd'hui j'en présenterai que 6, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire des mentions dans les derniers lives, il n'y en aura pas aujourd'hui, pas de mention, parce que les surprises finalement ça reste des choix assez personnels, les joueurs que j'ai sélectionnés, ça dépend vraiment des attentes que moi j'avais au début de la saison concernant ces gars, et c'est pas forcément les mêmes attentes que vous, donc voilà, 6 surprises, pas de mention, parce que les 6 gars que j'ai choisis, je les trouvais assez obvious, en tout cas selon moi, rien à vous dire de plus, mais il me reste plus qu'à vous présenter ces gars-là et puis vous expliquer en quoi et pourquoi ils m'ont agréablement surpris. Le premier que je vais vous présenter là, en mode surprise, c'est le jeune Jalen Duren qui fêtera tout juste ses 20 ans cette semaine. Ça veut dire que ouais, à ce moment-là, au moment du live, il a encore que 19 ans. Il va avoir 20 ans là dans les prochains jours, j'ai oublié quand. Et je trouve ça complètement fou de voir que ce joueur est si jeune avec le niveau de jeu qu'il a. Parce que vous le voyez, hein, malgré son âge, on a quand même un sophomore qui réalise déjà des stats qui sont super intéressantes sur son début de saison avec Détroit. Le mec, quand on le voit jouer, de toute façon on le voit, il est bestial quoi. Il a une espèce de puissance des deux côtés du terrain. Et déjà, moi je trouve qu'il s'est imposé comme une pièce majeure des Pistons. C'est un mec, de toute façon on le voit sur ses stats, il avait plus de 12 points et 10 rebonds, il est déjà capable de tourner à un bon double-double de moyenne par match, et franchement c'est super intéressant, il a une espèce de, une espèce de solidité, enfin c'est une espèce de tronc d'arbre, on dirait qu'il est fait en marbre, quoique des troncs d'arbre en marbre, je sais pas si ça existe, mais ouais, il est super mastoc, il est costaud, il est athlétique, il est super dur aussi au contact, j'aime bien, et pour c'est ses adversaires qui doivent pas aimer. Et pour le bouger, je pense bon courage, parce que surtout qu'à côté de ça, il a pas que les épaules et pas que la dureté, il a aussi une vraie verticalité que je trouve super intéressante, qui lui permet à la fois de protéger le cercle en défense, et c'est important, mais aussi d'attaquer, d'attraper tout un tas de ballons qui sont au-dessus du cercle en attaque, et franchement, sur le début de saison, dans ce rôle-là, il se débrouille bien, il m'épate, et non pas qu'il avait rien prouvé l'année dernière, parce qu'il avait déjà montré des belles choses sur sa saison rookie, moi ce qui m'épate, c'est surtout sur la vitesse, plutôt, à laquelle il a mûri et progressé, parce que ouais, l'an passé, ses qualités, je les voyais, pas de soucis, je me rendais vraiment compte que c'était un joueur à potentiel, surtout avec son âge, lui qui a commencé sa carrière NBA à 18 ans. N'empêche qu'à côté de ça, même si je trouvais qu'il avait step up au fur et à mesure de sa saison rookie, je le trouvais encore particulièrement brut, particulièrement naïf. Et aujourd'hui, même s'il peut toujours être assez limité dans son jeu en post-up par exemple, et que défensivement il lui arrive pareil d'être un peu naïf, de commettre des fautes bêtes, de se faire avoir sur des feintes, je trouve que globalement, au poste 5 et encore plus avec son âge, on a un Jalen Duren qui s'en sort très bien. Et le truc encore plus fou, et ça je m'y attendais vraiment pas, mais c'est qu'en plus d'être devenu une force dominante dans la peinture, c'était un petit peu le futur qui lui était prédestiné, c'est aussi devenu un mec, et vraiment ça je pensais pas qu'il le deviendrait un jour, un mec qui peut dribbler un peu, qui peut créer un minimum pour lui, et ça, avec l'arrivée de Monty Williams au coaching, ça lui a permis d'être un petit peu plus impliqué dans les attaques que ce qu'il était avant, et je trouve ça super intéressant, parce que résultat, on a un mec là sur le début de la saison qui nous a sorti des perfs à 23 points et 15 rebonds, ça c'était face aux Bulls, en jouant avec une férocité que j'ai appréciée, qui était assez remarquable. C'est presque dommage que là dernièrement il ait connu une blessure à la cheville, ça l'a un petit peu freiné, ça se sentait sur les matchs récents qu'il était gêné, et avec la douleur il a vu un petit peu son impact diminuer, ça fait quelques matchs qu'il est en dessous de son début de saison, mais peu importe, je pense qu'il a les moyens de se remettre vite, et ouais, je le sens vraiment capable de continuer à progresser à son âge, et je pense que vu la vitesse à laquelle il a progressé pendant sa saison rookie,
il devrait continuer à faire la même chose pendant sa saison sophomore. Donc ce petit coup d'arrêt, il m'inquiète pas vraiment, parce que je trouve que il pourrait retrouver très vite des standards assez élevés en termes de chiffres, lui qui déjà statistiquement n'a clairement pas à se cacher. Surtout que de manière générale, malgré quelques erreurs de jeunesse toujours présentes que j'évoquais plus tôt, je trouve qu'on a un Jalen Duren qui joue relativement juste, on oublie vite qu'il a tout juste 20 ans. J'apprécie également qu'à Détroit, il puisse vraiment bien bénéficier de la présence à la mètre de Cade Cunningham, qui certes, c'est un scoreur, mais qui est aussi un vrai organisateur, qui bien souvent arrive à donner le ballon à ses coéquipiers dans les bons timings, aux bons endroits. Et Duren, grâce à sa très bonne faculté à se faire oublier au dunker spot, puis à cut dans les bons timings, je trouve qu'il bénéficie des passes de Cunningham sacrément, et je trouve que ces deux jeunes joueurs, ils affichent une excellente complémentarité, une vraie alchimie qui est plus que visible et qui est très rafraîchissante du côté des Pistons et qui permet à Jalen Duren de briller. Donc bien sûr maintenant que le pivot, ça reste quand même un joueur qui shoot constamment très près du cercle et qui conclut la majorité de ses tentatives par des dunks, ce qui explique ses pourcentages impressionnants, plus de 60% au tir. Ça, je pense, il faudra s'y habituer, ça va pas forcément changer, parce que je pense pas qu'il ait les qualités pour devenir un floor spacer à terme, un mec qui devienne un vrai shooter. Mais après, qui sait, je pensais jamais qu'il apprendrait à dribbler un peu et à créer, et vu ses progrès fulgurants, franchement, il pourrait encore me surprendre. Et puis bon, après, de toute façon, même s'il y arrive pas à devenir un shooter un jour, peu importe, dans son rôle, je trouve, cette espèce de rim runner qui est vraiment costaud, qui peut protéger le cercle, il peut exceller à terme, et je trouve que déjà, il coche beaucoup de cases dans ce costume. Moi, j'aime vraiment qu'il se donne du mal sur le terrain pour être efficace, en faisant les bonnes choses. Et cette maturité, surtout pour un pivot, parce qu'on sait que les pivots mûrissent plus tard d'habitude, je la trouve super intéressante. On a un mec qui pose de gros écrans, qui libère ses coéquipiers, qui joue dur au rebond, et je trouve que dans sa façon à drop aussi sur la défense au pick and roll, il a beaucoup progressé dans ses placements. Non, vraiment, cette saison, je trouve que on a un Jalen Duren qui a l'air plus poli, plus intelligent, avec des lectures qui sont de plus en plus fines aussi des deux côtés du terrain, et tout ça, ça l'a fait énormément progresser, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, ou en tout cas non, pas beaucoup plus, mais beaucoup plus vite. Clairement, voilà, avec tout ça, je pense que vous avez compris pourquoi il était une de mes très bonnes surprises de ce début de saison, dans cette équipe de Détroit qui certes peine à gagner encore régulièrement, mais qui avec Duren, entre autres, possède de très bonnes pièces pour l'avenir. À voir maintenant, comme je disais, comment il relèvera la tête quand il sera complètement débarrassé de ses douleurs aux pieds, et voir s'il retrouvera ses standards de début de saison, mais comme je vous le disais, je m'en fais pas trop. On verra en fin de live, vous, à quel point vous y croyez. Deuxième joueur pour aujourd'hui, Jalen Johnson, qui peu à peu, malgré des incertitudes à ce poste à Atlanta, s'impose comme le titulaire incontournable des Hawks dans la rotation de Quinn Snyder, justement en tant qu'ailier fort au poste 4. Et lui, il a 21 ans, il est dans sa 3e saison en NBA, et si sur ces deux campagnes précédentes, j'étais bien conscient de ses skills, de sa polyvalence, on voyait bien ce qu'il était capable de faire et du potentiel qu'il pouvait atteindre, j'avais quand même des doutes, je dois pas le cacher, sur le fait qu'il puisse s'imposer vraiment avec un plus gros rôle en NBA, parce que je le trouvais quand même assez limité, peut-être dans le mental, ou peut-être dans l'agressivité. Sauf que là, cette saison, force est de constater qu'avec le départ de John Collins vers Utah, on a un Jalen Johnson qui a trouvé une vraie place chez ses Hawks, et le nouveau costume qu'on lui a donné, je trouve qu'il arrive à l'assumer fort, il l'assume avec talent, et surtout avec une efficacité qui est super intéressante, lui qui tourne à des pourcentages très propres, regardez sur le visuel. Et en vrai, toute la saison dernière, j'ai l'impression qu'à Atlanta, on a cherché une troisième option offensive solide, une troisième option offensive qui était viable derrière Trae Young et Dejounte Murray. Et Jalen Johnson, même s'il devra prouver qu'il peut maintenir ce niveau sur la durée, je trouve qu'il s'affiche un petit peu à peu en tout cas, comme un candidat très intéressant pour remplir cette mission. À la base, on se rappelle, cette mission, en tout cas je pense, elle devait plutôt être donnée à DeAndre Hunter. En tout cas, c'est ce que Nate McMillan aurait voulu. C'est DeAndre Hunter qu'il essayait de mettre en valeur derrière Dejounte Murray et derrière Trae Young. Mais c'est un joueur, DeAndre Hunter, qui me semble un petit peu plafonné depuis 1 ou 2 ans, même si lui aussi réalise un début de saison intéressant. Mais là on parle de Jalen Johnson, et alors que je l'aimais bien, et que comme je disais, il semblait un petit peu limité dans sa capacité et dans sa faculté à step up, je trouve que là, le joueur, il me fait complètement mentir parce qu'il est absolument pas limité. On l'a vu, le changement de coach en fin de saison dernière, ça lui a fait un bien fou. Dans Nate McMillan, qui avait du mal à lui faire réellement confiance, il est passé à un Quinn Snyder qui très rapidement a trouvé la meilleure façon de l'utiliser, j'ai envie de dire, en lui permettant de profiter du spacing qui est engendré par ses coéquipiers, pour lui donner davantage le ballon, le laisser davantage créer, balle en main aussi, lui qui en termes de playmaking et de fluidité, il est assez impressionnant pour ses 2m06, c'est vraiment un joueur hyper smooth, je trouve, Jalen Johnson. Et le truc, c'est qu'en plus de ça, pendant la pré-saison, lors de laquelle j'avais déjà trouvé excellent, on aurait pu peut-être prévoir qu'il allait performer autant pendant cette saison, mais encore une fois, je voulais pas m'enflammer, j'avais du mal à y croire, je me disais que c'était que de la pré-saison, des mecs qui brillent en pré-saison, on les connaît, et qui assurent pas derrière, et pourtant, on le voit, Jalen Johnson, il est en train de confirmer, et pas qu'un peu, là, sous le maillot d'Atlanta. Vraiment, j'apprécie quand je le regarde jouer, j'apprécie son envie, j'apprécie ses courses en transition, il a toujours envie d'aller de l'avant, et j'aime bien sa manière de porter la balle aussi pour aller en transition
position pour partir en contre-attaque. J'apprécie également comment il peut se libérer off-ball parce qu'il propose de bons cuts, mais il peut aussi justement ne pas cut et attendre dans un corner ou à 45 degrés pour être trouvé en catch and shoot et balancer quelques missiles avec une réussite qui est plutôt convaincante. Mais ce qui me plaît par-dessus tout à Jalen Johnson et qui est sous-coté, je trouve, c'est sa polyvalence défensive. Avec ses grands bras, il est tout à fait capable d'agir au périmètre et de compenser pas mal de lacunes physiques de Trae Young, et il a besoin de mecs comme ça avec une envergure, Trae Young comme Dejounte Murray et Jalen Johnson pour l'aider à défendre sur le premier rideau, tout en utilisant aussi Jalen Johnson sa bonne taille pour également être un minimum efficace dans la peinture. Je l'ai vu par exemple en début de saison face à Milwaukee, on a un Snyder qui lui a donné la lourde tâche, j'ai envie de dire, de défendre sur Giannis Antetokounmpo, et je trouve que le bougre, il s'en est pas trop mal sorti, il a fait le taf, bien sûr Giannis a fait quand même un bon match, mais Jalen Johnson a montré de belles choses, et il a montré qu'il pouvait défendre sur de tels profils, et c'est super cool, moi je trouve que globalement, dans le début de saison des Hawks, on a un Jalen Johnson qui a un vrai rôle, et si Atlanta tourne bien sur ce début de campagne, il a sa part de responsabilité, tant il me semble correspondre tout à fait au profil nécessaire des deux côtés du terrain pour compléter des joueurs, pour entourer plutôt des joueurs comme Trae Young et Dejounte Murray. Donc si aujourd'hui je vais pas vous perdre en rentrant trop profondément, c'est pas le moment dans des stats avancées, et que toujours de toute façon il faut prendre des pincettes quand on regarde ces chiffres, il y a quand même pas insisté longtemps pour se rendre compte à quel point les analytics illustrent bien la façon dont Jalen Johnson pèse dans le jeu des Hawks, chose que John Collins par exemple, malgré des bons chiffres, des bonnes statistiques par exemple au point, avait du mal à faire, et ces dernières saisons on voyait que malgré ces bons chiffres, Jalen Johnson ne pesait pas trop dans les wins des Hawks, ses plus-minus étaient pas très bons, tandis que Jalen Johnson, lui, il assure. Globalement, je trouve qu'il assure depuis le début de la saison. Maintenant, oui, nous ne sommes qu'au début de cette saison, rien ne permet d'affirmer directement qu'on a un Jalen Johnson qui va confirmer ce niveau de jeu sur le long terme. Cependant, voilà, comme je disais, j'aime la façon dont il joue, j'aime sa sélection de tir aussi, franchement, qui est déjà très propre, j'aime son intelligence de jeu, et tous ces points, je trouve, sont quand même sacrément prometteurs dans l'idée d'imaginer qu'il pourrait garder ce niveau à l'avenir. Aujourd'hui, les Hawks ont l'air à nouveau dangereux, et si pour ça il faut bien sûr énormément donner de crédit à Quinn Snyder, la bonne surprise qu'est Jalen Johnson mérite aussi vraiment, je trouve, qu'on lui tire un minimum notre chapeau. Allez, troisième joueur aujourd'hui, toujours parmi mes bonnes surprises, voici maintenant Kelly Oubre Jr., à qui je souhaite évidemment tous mes vœux de rétablissement depuis qu'il s'est fait renverser par une voiture en plein centre-ville de Philadelphie, avec un délit de fuite derrière en plus pour bien faire les choses. Bon, il y a de la casse le concernant, il y a des côtes cassées, il y a des douleurs à la hanche, à la cheville, mais visiblement, et heureusement tant mieux, rien qui devrait l'éloigner trop longtemps des parquets, même si j'imagine que mentalement, je sais pas comment il va réagir, mais il faut peut-être du temps quand même pour se remettre d'un choc pareil quand tu te fais renverser par une bagnole. J'espère vraiment que tout ira bien pour Kelly Oubre Jr., parce que si je le mets parmi les bonnes surprises, c'est qu'il y a des bonnes choses à dire sur le terrain. Donc du coup, pour revenir au basket, le concernant, lui ça peut vous paraître bizarre de le retrouver ici parmi mes surprises, vu que si on fait que regarder sa ligne, sa ligne de statistiques, on a un joueur qui joue moins et qui score moins que ce qu'il faisait l'an dernier sous le maillot des Hornets. Le concernant maintenant, il faut le savoir, je suis peut-être pas le plus objectif du monde, même si j'essaye, tant il est le joueur parmi ceux que j'aborde aujourd'hui que j'ai le plus vu jouer. J'ai tout simplement vu toutes ces minutes, je pense, cette saison à Kelly Oubre, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le mettre en valeur, tant dans son apport dans le jeu, vraiment il m'étonne. Du coup, vous allez peut-être me dire que oui, pourquoi je le mets là, dans la mesure où déjà l'année dernière il marquait 20 points par match à Charlotte, peut-être que vous vous y attendiez à ce qu'il performe si bien du côté des Sixers, vu les chiffres qu'il était capable de faire, sauf que moi je veux pas regarder les choses sous cet angle-là, je préfère les regarder sous un autre angle, et je trouve que si, selon le filtre qu'on regarde, je pense que c'était, selon le filtre avec lequel on regarde, je pense pas que c'était si prévisible que ça. Parce que rappelez-vous, Kelly Oubre, il était free agent cet été, et jusqu'à fin septembre, personne ne lui avait proposé d'offres concrètes, lui qui a fini par signer pour un tout petit contrat d'1 an et 3 millions à Philadelphie. Donc ça montre que franchement, il y avait pas grand monde qui croyait en lui cet été. Et moi je vais être honnête avec vous, je faisais plutôt partie des gens qui croyaient peu en lui, parce que le voir tourner à 20 points par match l'an dernier dans une équipe comme les Hornets, où il y avait quand même un Bronx, un bazar qui était total, ça m'impressionnait pas le moins du monde. J'avais l'impression que limite n'importe quel joueur NBA un peu skillé pouvait mettre 20 points chez ces Hornets. Mais du coup, c'est vrai, Kelly Oubre, par le passé, il avait quand même montré des bonnes choses. Je me rappelle de son passage à Phoenix, par exemple, qui avait été très bon. Il avait plusieurs fois montré qu'il pouvait être un joueur de valeur. Mais je cache pas que là, les saisons précédentes, là, qui viennent de s'écouler, je l'ai surtout vu briller par son manque de QI basket, ses mauvais choix et son côté un petit peu trop individualiste. Mais cette année, dans son approche du jeu, je vais pas y aller par quatre chemins. Je trouve qu'on a un joueur qui est complètement transformé, qui est complètement différent, qui se retrouve dans une équipe compétitive avec un public exigeant, et tout ça, on dirait que ça le motive à fond. Et dans cette salle du
Wells Fargo Center à Philadelphie, il est en train de devenir l'un des vrais chouchous avec cette intensité qu'il met sur le terrain. En ce début de saison, on le voit, hein, les Sixers font une belle série de victoires, l'alchimie a l'air vraiment parfaite dans ce groupe avec Nick Nurse, et non seulement Oubre, il en bénéficie de cette bonne alchimie, mais je trouve qu'en plus de ça, il y participe à cette alchimie. Et ça, je trouve que c'est important, il en profite juste pas, hein, c'est lui aussi qui fait partie des gens qui créent cette alchimie, et je trouve que c'est fort. Aujourd'hui, sous les ordres de Nick Nurse, on a un joueur que je trouve appliqué, beaucoup plus que ce que je le trouvais par le passé, ça se voit qu'il cherche à bien faire, sans pour autant perdre non plus son identité d'électron libre, qui lui permet justement de faire son identité, de faire sa force, et de très souvent trouver une solution sur un shoot, ou sur un drive pour débloquer une situation qui à la base aurait pu paraître mal embarquée, et ça lui a permis à Kelly Oubre, suite au départ de PJ Tucker vers les Clippers dans le deal de James Harden, d'aller choper une place de titulaire, que jusque-là, jusqu'à son accident, il assumait complètement, même si depuis qu'il est absent, on a vu que Batum avait pris sa place dans le 5 et qu'il s'en sortait bien aussi. Donc faudra voir comment la hiérarchie se refait au retour de Kelly Oubre, mais peu importe, parce que je pense que c'est un joueur, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant, je resterai persuadé qu'avec son énergie, avec son talent, il pourra apporter beaucoup, quel que soit le rôle qu'on lui donnera. Ça se voit qu'il est dans cette mentalité-là cette année, et j'ai l'impression que c'est kiffant. Lui, il kiffe jouer avec ses Sixers, et les supporters kiffent le voir jouer aussi. Après, même si parfois, bien sûr, il passe toujours à côté de certains matchs, même s'ils se sont fait rares en début de saison, mais ça lui arrive quand même, lorsque ses tirs veulent pas rentrer par exemple, comme tout le monde. Mais pour le moment, globalement, je trouve que son adresse générale, elle est excellente, et surtout dans son apport dans le jeu, dans son apport aussi dans l'alchimie globale, il a une valeur que j'imaginais pas si importante. Donc en fait, plus que ses stats, plus que les points qu'il marque, j'ai envie de souligner cette espèce de folie qu'il apporte à ses Sixers. Ils en avaient besoin, et cette folie, il l'apporte en attaque, certes, et on savait qu'il était capable de ça, mais aussi en défense, où quand il veut, cette saison, il veut vraiment. Il peut se montrer très actif dans sa capacité à limiter le porteur de balle avec ses grands bras, avec ses bons déplacements aussi, et surtout à switcher partout dans cette défense de Nick Nurse, qui aime bien justement switcher partout, et où Kelly Oubre a une vraie place. Donc on peut ajouter à ça son côté chambreur, que j'apprécie particulièrement, et je m'en rends compte en ce moment, c'est un joueur que je kiffe vraiment. Kelly Oubre Jr., c'est pas juste un croqueur qui peut faire des stats dans une équipe de fond de tableau, je suis en train de réaliser ça. Ça peut aussi être un maillon essentiel au sein d'une équipe compétitive, en tout cas c'est ce qu'il est en ce début de saison, et ça c'est exactement justement de ce qu'il est en train de montrer sous le maillot des Sixers. Dans une ville comme Philadelphie qui aime les mecs qui jouent dur, qui apportent de l'énergie, qui apportent de l'intensité, mais qui apportent aussi ce grain de folie qui est parfois nécessaire, on a un Oubre qui jusque-là semble se retrouver et évoluer comme un poisson dans l'eau, et à ce public il le lui rend bien, parce que depuis le début de la saison il répète tout le temps à quel point il aime la ville et ses fans, et ça c'est parfait, cette espèce de relation qui est entre le public et le joueur. Et puis même lorsque sur certaines phases on le voit de temps en temps, il peut repartir un petit peu dans ses travers en tentant des tirs trop compliqués ou hors timing ou en début de possession, mais j'apprécie qu'on ait un Nick Nurse qui sache le remettre sur le banc quand il faut, qui lui parle, qui sache un petit peu le canaliser, et que même lui, Kelly Oubre, peu à peu, on le sent, il arrive à se calmer un peu, ce qu'il n'arrivait pas à faire par le passé, où avant il pouvait trop insister, trop croquer. Là non, il va se mettre en retrait, il va prendre les shoots qu'il faut, et j'aime bien, il force pas, tout a l'air naturel en ce moment avec lui, et je trouve ça propre, et c'est bien. Si les Sixers fonctionnent bien en ce début de saison, c'est bien sûr grâce à Nick Nurse, à Tyrese Maxey aussi, dont j'aurais pu parler aujourd'hui parmi mes meilleures surprises, chose que j'ai pas faite, c'est un choix, même si jouer à ce niveau de jeu et planter 50 points même face aux Pacers comme il l'a fait dimanche soir, ça m'a laissé sur le cul. En vrai, j'en attendais beaucoup de Maxey, il dépasse largement mes attentes, mais vraiment celui qui m'étonne le plus pour l'instant à Philadelphie, c'est Kelly Oubre Jr. Et donc voilà, c'est aussi grâce à Philadelphie, si ce début de saison est bon aussi, c'est grâce à Maxey, à Nick Nurse comme je disais, à Embiid bien sûr, mais aussi grâce à tous ces soldats qui sont présents pour entourer les joueurs majeurs et qui chacun dans son profil apporte sa pierre à Philadelphie. Et pour illustrer justement tous ces soldats et représenter cette bonne dynamique, mais dans ce rôle, je trouve que Kelly Oubre Jr., il est excellent alors que je m'y attendais que très peu, et clairement je suis ravi de parler de lui aujourd'hui parmi mes meilleures surprises du jour. Maintenant, Naz Reid, et le concernant, je vais vous faire une petite confession, c'est que quand les Wolves l'ont re-signé cet été pour un contrat d'environ 13 millions par saison, j'ai clairement pas compris. Non pas parce que je pensais que c'était un joueur qui méritait pas un tel salaire, 13 millions par saison ça va, mais plutôt parce que payer un autre pivot dans une équipe qui déjà dans ses rangs possédait Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, je voyais pas vraiment l'intérêt. Je trouvais ça très cher pour un backup qui potentiellement derrière ces deux intérieurs n'aurait que peu de minutes. Et résultat, je me suis bien trompé, parce qu'on a un mec qui a appris à jouer aussi au poste 4, pas que au poste 5, en travaillant son shoot de loin, en s'éloignant de plus en plus, avec pas mal d'adresse en plus de ça, et
Et je parle même pas de son adresse incroyable au lancer franc à côté de ça, parce que quand j'ai noté les stats, j'ai halluciné, je m'en étais même pas rendu compte, même si jusque-là l'échantillon reste très faible. On a un Nasrid qui tourne quand même à plus de 93% au lancer franc depuis le début de la saison, donc c'est très fort. Mais ce que j'apprécie, j'en parlais un petit peu avec Jalen Duren, et Nasrid nous a montré des trucs similaires, c'est que je trouve qu'il a dévoilé des qualités pour porter la balle que je lui soupçonnais absolument pas d'avoir. Au final, on a un joueur qui joue plus que l'année dernière, alors que je pensais que ce serait pas forcément le cas, parce que Karl-Anthony Towns revenait de blessure, et je trouve qu'il a un impact hyper intéressant dans la rotation de Chris Finch, en tant que 6e homme, lui qui, avec Kyle Anderson, lead la seconde unit de cette équipe de Minnesota. Pourtant, à la base, Nasrid, on va pas le cacher, hein, si on schématise et qu'on grossit un petit peu le trait, il a plutôt le profil de la brute épaisse, de celui qui va mettre de gros coups et qui va utiliser essentiellement son moteur et son énergie pour briller et se faire une place dans une rotation. Donc ça, bien sûr, il le fait très bien, et comme je disais, c'est ça aussi qui fait de lui l'un des chouchous des fans de Minneapolis, hein, comme Kelly Oubre est le chouchou des fans à Philadelphie. Nasrid, lui, c'est le gros chouchou des fans du Minnesota. Mais si on limite l'intérieur qu'à ça, qu'à son énergie et son moteur, je trouve que ce serait lui manquer fortement de respect. Franchement, je me rappelle, au moment de sa draft, c'était en 2019, on se rendait compte que oui, Reed, il pouvait vraiment avoir des qualités, c'est certain, mais que pour se faire une place en NBA, il faudrait qu'il perde du poids, il faudrait aussi qu'il développe ses qualités, son shoot, qu'il devienne un joueur plus fin, et c'était quand même un joueur assez brut, hein, pour arriver à un joueur poli, le chemin semblait quand même assez long. Résultat, on a un gars qui a bossé comme un chien, et surtout avec cette espèce d'attitude de bulldog, hein, qui lâche rien sur le terrain, peu à peu, on a un Reed qui a su répondre aux attentes qui étaient placées en lui, et même plus que ses attentes, en tout cas plus que celles que moi j'avais, chose que personnellement j'avais pas du tout prévue, d'autant plus, je le répète, dans une équipe des Wolves où le secteur intérieur est déjà bien occupé, et pourtant où il a réussi à trouver une place. Sa transformation, au fil des années, je la trouve assez remarquable. Aujourd'hui, il est bien plus qu'un simple energizer, et les très bonnes choses qu'il est en train de montrer sur ce début de saison, avec ses très bonnes mains qu'il a su développer, sont amplement là pour prouver tout ça. En vrai, j'ai pas peur de dire qu'il est l'un des meilleurs backups à son poste de la ligue, lui qui je pense aurait aucun mal à assumer un rôle de starter dans pas mal d'équipes. Il fait presque 120 kilos, c'est un big man qui est très puissant, qui peut poser de gros écrans, qui joue avec ses tripes, qui a aucun problème pour faire le sale boulot, pour eux seuls sur tous les 50-50 balls, même si je pense que son apport au rebond pourrait largement être supérieur. C'est peut-être juste vraiment la seule chose qui lui manque à mon sens dans son jeu actuellement pour devenir un joueur vraiment référencé. Et ceci dit, même si les rebonds c'est pas ouf, je trouve qu'il est en train de montrer cette année qu'il dispose également d'une espèce de flair pour le jeu qui est bien supérieur à celui que j'imaginais, et franchement quand je le vois prendre la balle en tête de raquette par exemple, foncer vers le cercle, enchaîner avec une espèce de petit spin move et finir avec plein de touchés, jamais je me serais imaginé qu'il ferait ça avant, et je me rends compte que ouais, aujourd'hui on a un Nasrid qui dispose de vraies qualités, de vrais skills. J'aime également que son rôle semble vraiment lui convenir parfaitement, quel que soit son temps de jeu, hein, de toute façon, c'est pas un mec qui va se plaindre, et toujours, quel que soit son costume, quel que soit le rôle que tu lui donneras, il va rentrer, il va jouer directement à très haute intensité pour faire de la production tout de suite, et j'adore, franchement, je trouve ça beau, j'ai l'impression que c'est un joueur, ça doit être un plaisir vraiment de le coacher, et ça doit être vraiment un plaisir de l'avoir sur son banc, et ça a l'air particulièrement facile de jouer au basket avec lui, tant il essaye de tout faire pour porter son équipe vers la win, c'est fort. Et puis quand j'entends les rumeurs aussi qui disaient que cet été, on a un Reed qui aurait pu signer pour plus cher, avec peut-être plus de garantie de temps de jeu ailleurs, mais que non, lui sa décision ça a été de rester à Minneapolis. Mais je trouve que ça en dit long sur la détermination de ce joueur qui a pas forcément cherché la facilité pour faire des stats dans une équipe moins ambitieuse ou pour négocier plus tard des dollars un peu plus importants justement en essayant d'augmenter ses chiffres. Non, vraiment, lui il a essayé de rester à Minnesota, là où il connaissait, là où le public le connaissait et le validait, pour essayer de trouver une place malgré la concurrence à l'intérieur, et je trouve que c'est fort. Ce genre de joueur, en vrai, c'est juste de l'or en barre, et Nasrid, je trouve qu'il est en train de le prouver sur ce début de saison. Je pensais pas qu'il atteindrait ce niveau-là, et ce malgré les bonnes choses qu'il avait pu montrer l'an dernier, notamment en profitant pour avoir des minutes avec la blessure de Karl-Anthony Towns. Là, quand je vois à quel point sa bonne relation avec la fanbase des Wolves le tire vers le haut, c'est beau à voir, et voir le public qui hurle à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, c'est super cool aussi. Ça montre à quel point il apporte à la ville, à quel point il apporte à l'équipe, et beaucoup plus que ce que j'aurais pu le penser il y a encore quelques mois. Donc certes, on a quand même un joueur qui va devoir encore progresser au rebond, je le disais, en défense aussi, même si de plus en plus il fait le taf intelligemment, je trouve. Ça sera essentiel pour confirmer son nouveau statut, mais en attendant qu'il confirme ça, moi ce que je vois c'est que Reed, il a un niveau qui est largement suffisant, qui est pour être au-delà des attentes que j'avais initialement, pour que je lui trouve une place dans la vidéo d'aujourd'hui. Sa faculté à briller si fort en si peu de minutes, je trouve, dès qu'il rentre sur le parquet, elle est essentielle pour ces Minnesota Timberwolves, et Nasrid, comme pas mal de joueurs que je cite aujourd'hui, il me semble être un des pions plus qu'essentiels à la bonne réussite de sa team sur ce début de campagne 2023-2024, à la fois sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire ou auprès des fans. Donc voilà, Nasrid, je suis vraiment content de parler de lui aujourd'hui. C'est pas souvent que j'ai parlé de lui sur cette chaîne, et je pensais que c'était bien et méritant de lui mettre une place parmi mes meilleures surprises de ce début de campagne NBA.
Place maintenant à Cam Thomas, qui est la sensation en majuscule de ce début de saison, même si on l'a vu, une blessure à la cheville la semaine dernière, l'a un petit peu coupé dans son élan, lui qui a priori devait, au moment de sa blessure, manquer 2 semaines de compétition. Décidément, c'est pas forcément la fête en ce moment pour tous les joueurs dont je parle aujourd'hui. Mais c'est pas grave, là, aujourd'hui, maintenant on va parler de Cam Thomas, et regardez ses stats sur le début de la saison, c'est juste phénoménal, il tourne à quasi 27 points par match, dans une équipe où le leader offensif c'était censé être Mikal Bridges. Vraiment, Cam Thomas qui fait ça, s'il y a quelque chose auquel je m'attendais pas, c'était de voir Cam Thomas atteindre un tel niveau. Mais en plus de voir qu'il était pas juste capable de le faire sur 2-3 matchs, non, jusqu'à sa blessure, il le maintenait un minimum sur la durée. Bien sûr, l'an passé, il avait déjà montré par séquence qu'il était capable d'être un scoreur de très haut level. Et ça m'avait poussé à faire une vidéo sur lui. Mais vous vous rappelez, ceux qui avaient vu cette vidéo, même si j'expliquais que j'étais conscient de ses immenses qualités pour scorer, et ce qu'avait montré l'arrière, je considérais ça plutôt comme une espèce de, une espèce de coup de chaud temporaire, comme une véritable révélation de son niveau réel. Et l'irrégularité qu'il avait ensuite affichée dans les matchs qui ont suivi la vidéo que j'avais faite, ça a plutôt confirmé le sentiment que j'avais à son propos. Un joueur qui était capable d'exploser sur 2-3 matchs de suite, mais qui ensuite aurait du mal à poursuivre quand son coup de chaud s'arrêterait. Donc ouais, en fait, grosso modo, ce que je me disais concernant Cam Thomas, c'est que oui, c'était un scoreur incroyablement gifté, qui était capable de mettre des buckets dans absolument tous les sens, mais qui était trop unidimensionnel, et qui surtout manquait peut-être énormément de QI basket et de régularité, pour que je puisse penser qu'il continue à jouer un basket à un tel niveau dans une équipe comme les Nets. En gros, je le voyais surtout comme un roi du garbage time en fait, un mec qui brillait surtout quand on lui donnait tous les ballons en cas de blessure, mais sur lequel il serait difficile de compter quand l'équipe serait au complet et afficherait un minimum d'ambition. Ça, on l'a vu en play-off l'année dernière où il a quasiment pas, d'ailleurs, il a pas du tout été utilisé, à part dans les fins de match, je crois que quelques minutes. Et tout ça, ça semblait prouver un petit peu cette pensée que j'avais, qui disait que quand le niveau de compétition augmentait, ça devenait vraiment compliqué de compter sur lui sérieusement. Sauf que ça, je m'en rends compte, c'était avant. Là, on a un Cam Thomas qui a été propulsé titulaire par Jacques Vaughn dès le 2e match de la saison, après une sacrée soirée d'ouverture, qui a été faite face aux Cavaliers quand il avait marqué 36 points. Ouais, ça fait qu'il a obtenu la confiance de son coach, qu'il a mis titulaire. Et on a un joueur qui lui a bien rendu, parce qu'ensuite il enchaînait avec 2 autres matchs à 30 points ou plus, avant de complètement exploser un peu plus tard face aux Bucks, avec une perf à 45 points, qui m'a fait dire que, ok, ce gars vraiment était impressionnant. Après, honnêtement, je sais pas encore trop quoi penser exactement de lui, si je suis complètement honnête avec vous. Ça reste toujours un scoreur qui est unidimensionnel, qui peut parfois être très individualiste aussi. C'est pas celui qui a les facultés de passe les meilleures en NBA, et sa tunnel vision, parfois elle pose question. Cependant, je me dis aussi qu'en NBA, des mecs comme ça, il en faut. Et s'ils sont élites dans leur domaine, c'est-à-dire le scoring, qu'ils arrivent à être réguliers et à shooter à de bons pourcentages, comme le joueur des Nets le fait de manière globale depuis le début de la saison, ouais, ça devient impressionnant. Et Cam Thomas, ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est clairement impressionnant. Bien sûr, sa sélection de shoot, elle mériterait parfois d'être un petit peu plus affinée encore, notamment à 3 points pour augmenter ses pourcentages. Mais est-ce que Thomas, c'est vraiment le genre de joueur que t'as envie de brider? Non, pas du tout, parce que avec son agressivité vers le cercle, avec ce côté peur de rien ni personne, c'est comme ça qu'on peut tirer le maximum, qui peut atteindre son apex. C'est dans ce rôle de pétard ambulant, il faut pas le brider justement, Cam Thomas, c'est ce qu'il faut, et quand il arrive à atteindre et à rentrer dans cette zone, il peut donner vraiment l'impression d'être complètement instoppable. C'est un fan de Kobe Bryant, on s'en rappelle, j'en parlais dans la vidéo de l'époque, et on voit qu'il y a des choses en commun, des choses dont il s'inspire. La confiance qu'il a en lui, elle atteint complètement des sommets, et c'est ça qui le porte vers le haut en ce moment, parce que pour scorer, il se rend compte qu'il a des qualités qui sont complètement exceptionnelles. Et ce qui est bien, c'est que lui, il se fait confiance, mais ses coéquipiers aussi commencent à lui faire sacrément confiance. Et j'aime que il fasse ça, il fasse des perfs qui sont complètement exceptionnels, mais il va pas, lui, on a l'impression qu'il trouve pas du tout ça exceptionnel, il fait ça au calme, sans jamais trop célébrer, sans jamais trop s'enflammer, toujours avec cette espèce de poker face, comme si c'était le quotidien pour lui, une espèce de journée de plus au boulot, et je trouve que c'est sacrément kiffant à observer de voir ce Cam Thomas qui atteint à ce niveau-là. Il a 22 ans seulement, il a fêté son anniversaire le mois dernier, et c'est clairement l'un des joueurs qui suscite le plus de hype en ce début de saison en NBA, et quand on le regarde jouer, avec son culot, avec sa faculté à justement à avoir peur de rien, on comprend pourquoi il est non seulement un joueur qui peut se montrer ultra spectaculaire dans son scoring, mais aussi un gars qui d'ores et déjà, je pense, se place parfaitement bien dans la course pour le trophée de MIP, de joueur qui a le plus progressé. Donc pour le moment,
en termes de bilan, mais surtout en termes de qualité de jeu, j'ai envie de dire, je trouve que cette jeune équipe des Nets, malgré des hauts et des bas, elle s'en sort pas trop mal. Et surtout quand on met ça en relation avec la faible expérience de l'effectif et le peu vécu de commun que les joueurs ont ensemble, et aussi de l'absence de réels superstars dans ce roster. Alors sans dire que on a un Cam Thomas qui peut vraiment prétendre tout de suite à ce statut de superstar, je trouve que son talent permet tout de même d'avoir quelques certitudes et permet aussi à l'équipe de se montrer hyper dangereuse offensivement. Clairement, son niveau offensif, c'est l'une des vraies raisons qui fait que les Nets, avec un Bridges plus discret que l'an dernier offensivement depuis le début de la saison, arrive tout de même à performer, même si là justement Bridges a un petit peu pris le relais depuis que Cam Thomas est absent, donc faudra voir comment la hiérarchie se refait à son retour là encore, mais en attendant, let's go, hein, une vraie surprise, voir qu'il arrive soir après soir à peser sur les défenses adverses, c'est fort, et je me dis que si les Nets arrivent à accéder aux playoffs cette année, il va falloir s'attendre à ce qu'il ait un bien plus gros rôle que le rôle inexistant qu'il avait eu les années précédentes, tant il est important dans le dispositif de Jack Vaughn actuellement, surtout que, même si c'est loin d'être élite encore, je trouve qu'il affiche des progrès intéressant en défense. Je dis pas du tout qu'il est un lockdown, je dis pas qu'il va prétendre au All Defensive Team, mais au moins il se bat, il essaye de se placer, et même s'il est limité par sa taille, c'est pas une fraude totale en défense. Et franchement, j'aime ce qu'il montre dans le jeu. C'est surtout un scoreur, certes, et c'est surtout pour ça qu'on le met en avant, mais pour toutes les raisons qui vont autour de ça, et pour ses qualités immenses au scoring tout simplement, Cam Thomas, ça représente une vraie surprise pour moi de le voir évoluer à ce niveau de jeu, certes, mais aussi d'arriver à maintenir ce niveau de jeu sur la durée. Vu qu'on vient de parler de Cam Thomas, petite pause quand même pour parler de The Bet qui sponsorise cette vidéo et qui propose une énorme cote de 35 que j'ai affiché, ouais 35, donc c'est-à-dire une cote qui vous permettra de faire un x35 sur votre mise si vous pariez justement que Cam Thomas va finir meilleur scoreur de la NBA. Et ça c'est sacrément ambitieux, je vais pas vous le cacher, c'est peu probable, si sa cote elle est de 35 c'est vraiment pas un hasard, c'est qu'il y a peu de chances que ça arrive, et personnellement je suis assez d'accord avec ça, il y a peu de chances que ça arrive. Cependant, voir qu'il est quand même dans les options de The Bet pour ce trophée, qu'il a quand même une cote, qu'il est coté, et même à 35, non seulement je trouve que ça prouve le niveau exceptionnel que Cam Thomas est en train d'atteindre au scoring, mais en plus de ça, ça peut vous permettre, si vous êtes joueur, de remporter une espèce de super belle somme. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que Cam Thomas, c'est quand même déjà top 13 des scoreurs en NBA, et lorsqu'il va revenir de blessure, d'ici 1 ou 2 semaines, il y a pas mal de signaux qui laissent penser qu'il va pouvoir continuer sur ce rythme, voire même plus, lui qui a 22 ans seulement, pourrait progresser encore une fois tout au long de la saison, obtenir de plus en plus la conscience de Jack Vaughn et de ses coéquipiers, pour asseoir définitivement son statut d'énorme scoreur à Brooklyn, et pourquoi pas encore augmenter sa moyenne de points, même si ce serait phénoménal. Alors ouais, Cam Thomas, meilleur scoreur de la ligue dans quelques mois, c'est total, mais total gamble, complètement, et si vous êtes chaud pour l'idée, je vous conseille pas de mettre une trop grosse somme sur ça, parce que ouais, c'est risqué, et parce que ouais, les paris sportifs, faut quand même y faire gaffe, tant ça peut être addictif et vous foutre dans la mouille si vous gérez mal votre bankroll, donc pour ça, pensez à ne miser que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et pour gagner du fric, trouver un travail, ça restera toujours la meilleure solution, donc c'est pour ça que les paris c'est interdit aux mineurs et que ça doit rester un plaisir, mais si ça vous fait plaisir de miser sur Cam Thomas, meilleur scoreur de la ligue, pour espérer faire un x35, let's go, vous serez conscient des risques que vous prendrez, je trouverai ça osé, mais j'aurai plus qu'à vous souhaiter une très bonne chance sur The Bet, qui en plus de ça, vous permettra de doubler votre premier dépôt jusqu'à 100 €, c'est-à-dire que si vous rentrez le code 6e homme dans le cartouche qui sera prévu pour ça, justement, vous pourrez doubler votre premier dépôt, donc si vous mettez 50 €, vous aurez 50 € en free bet. Et là justement, je me dis que c'est cool, parce qu'utiliser ces free bets que vous remporterez avec votre première mise, pour tenter pourquoi pas une espèce de gros coup comme celui-là, c'est l'occasion de s'amuser, d'essayer de faire un gros gamble, sans pour autant prendre de risques, parce que c'était un free bet, et j'aime bien. Et le cachons pas, si vous arrivez à faire un x35 sur un Cam Thomas meilleur scoreur NBA en fin de saison, on pourra que louer vos talents de pronostiqueur. Si ça fonctionne pas, au pire, vous aurez juste perdu un pari gratuit. Donc bien sûr, voilà, tout ça on s'en rappelle, les règles de prévention on s'en rappelle, et si vous êtes joueur, pour ce pari de Cam Thomas ou non, parce que vous pouvez en faire plein d'autres sur The Bet, go, analysez les cotes super intéressantes qu'il y a sur ce site de paris, avec lequel je suis en partenariat pour la 2e année consécutive, et que je remercie vraiment de sponsoriser la vidéo du jour. Concernant les surprise players du jour, je parle anglais maintenant, mais le dernier dont on va parler, c'est Grant Williams, qui je trouve, depuis son arrivée à Dallas, abat vraiment un taf de fou furieux, pour aider cette team qui a été si décevante l'an passé à se montrer extrêmement compétitive depuis le début de la saison. On s'en rappelle, Grant Williams, sur son passage à Boston plusieurs fois, il a montré sa valeur, vraiment, en prouvant à quel point, en sortie de banc, ça pouvait être un joueur qui est très important dans le combat, dans la dureté, mais aussi très important avec les shoots qu'il pouvait mettre dans les moments clés, et je pense que les Bucks de 2022 s'en rappellent particulièrement, vu que Williams, lors du match 7, leur avait planté pas moins de 7 shoots longue distance, pour permettre aux Celtics de se qualifier en finale de conférence. Mais jusque-là, pour moi, Williams, malgré tout ce qu'il avait prouvé, qu'il avait prouvé à Boston, ça restait plutôt un joueur de rôle qui était capable de mettre des coups, c'est sûr, qui était capable de mettre des shoots aussi, et qui était capable d'assurer 20-25 minutes en sortie de banc pour permettre aux titulaires de se reposer sans pour autant que le niveau de l'équipe ne baisse trop, et de temps en temps, pourquoi pas être capable de jouer cette espèce de rôle de joker, de facteur X, qui lui va très
très bien, et lui qui à la base était quand même plutôt destiné à effectuer le travail de l'ombre dans une équipe compétitive, plutôt que destiné à jouer un rôle majeur justement dans une team qui aurait des ambitions. Tout ça, jusque là, je trouve qu'il le faisait très bien, avec sa tête de boxeur là, justement, il assumait ce rôle, vraiment ça lui allait comme un gant, hein. Il allait mettre les coups, il allait perturber un petit peu, il allait foutre un petit peu le bazar dans les attaques et dans les défenses des adversaires, et ça il le faisait vachement bien à Boston. Depuis son arrivée à Dallas d'ailleurs, il continue à exceller dans ce costume, il le fait toujours très bien, et grâce à sa combativité, je trouve qu'il apporte des éléments que l'an dernier l'équipe texane ne possédait pas, et tout ça c'est déjà une très bonne chose. Mais ça je pensais qu'il pourrait le faire. En tout cas, c'est pour ces raisons que dès le début de la saison, on a un Jason Kidd qui a offert à l'ailier fort un spot de titulaire à Dallas. Donc là, je me disais que pareil, avec son spot de titulaire, il allait faire le taf comme il le faisait à Boston, sans forcément briller de mille feux, mais en apportant ce qu'il faut où il faut en termes d'énergie et de combat, chose qu'il est tout à fait capable de faire et que pour l'instant il fait très bien dans le Texas. Sauf que là, on s'en rend compte, maintenant avec lui, il a un meneur de jeu qui s'appelle Luka Doncic, qui constamment attire toutes les défenses à lui, et qui évidemment, on le connaît, Luka Doncic, il possède une espèce de vision de jeu élite, et donc autour de lui, on le sait, tous ceux qui se placeront bien et qui mettront dedans, ils obtiendront des super positions de shoot, et ils obtiendront des super passes pour mettre dedans. Et si en plus en défense, ces mecs-là, ils font le taf dans un secteur qui a tant handicapé Dallas la saison passée, clairement, ils obtiendront du temps de jeu, et c'est tout à fait ce qui se passe avec un Grant Williams, qui en attaque n'a limite qu'à attendre de recevoir le ballon en catch and shoot pour ensuite sanctionner de loin, lui qui en ce début de saison, c'est assez incroyable, il prend les 3/4 de ses tentatives derrière la ligne à 3 points, on voit quel rôle on lui donne à Dallas, et on voit dans quel rôle il est en train de briller, sauf que pour l'instant, il shoot à une réussite qui est complètement remarquable et qui est limite insolente. Regardez, il a 50% au shoot au global, 50% au shoot à 3 points, même si depuis 2-3 matchs, on va pas le cacher, il connaît un petit creux, parce qu'il mettait un peu moins dedans, mais peu importe, même avec ces 2-3 matchs, au moment du live, il reste à 50% de réussite derrière la ligne à 3 points. On le répète depuis des années, mais des joueurs qui sont combatifs, qui sont énergiques, qui peuvent défendre fort aussi, qui peuvent mettre des coups, et surtout, qui peuvent shooter de loin avec réussite, ça correspond tout à fait au profil de gars qu'il faut mettre à côté de Luka, et sur ce début de saison, Grant Williams, je trouve qu'il enfile ce costume à la perfection. En vrai, sur le papier, je me disais que Grant Williams à Dallas, ça pouvait fonctionner. Mais est-ce que je pensais que ça allait fonctionner à ce point ? Non, jamais de la vie, parce que au-delà des stats, même si elles sont bonnes, ces stats, et qu'elles symbolisent une très belle progression du joueur dans le jeu, par rapport à l'an dernier, je trouve que c'est dans l'intensité, mais aussi dans toutes les petites choses qui ne se voient pas sur la feuille de match, que l'ailier apporte vraiment à son équipe, au sein de cette team de Dallas, qui en ce début de saison laisse penser que dans quelques mois, elle pourrait s'affirmer comme un vrai outsider dans la conférence Ouest, vu le début de saison sur les chapeaux de roue qu'elle est en train de réaliser. En fait, j'ai l'impression que Williams, il apporte à peu près la même chose que ce qu'il apportait à Boston, mais en beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce qu'il est mieux utilisé, et parce qu'il a un joueur comme Luka Doncic qui arrive vraiment à mieux le trouver en attaque. Pourtant, à Boston, parfois j'avais l'impression qu'il était limité, j'avais l'impression qu'il manquait un petit peu de skills et qu'il profitait surtout du système pour se mettre en avant, et c'est là que ma plus grosse surprise prend place le concernant, parce que voir que dans un autre dispositif, il fait pas aussi bien un nom, il fait encore mieux, je trouve que c'est assez remarquable. Le mec, il a qu'à se placer dans le corner pour constamment attirer un défenseur à lui et ouvrir le jeu offensif à ses coéquipiers avec un Luka Doncic qui du coup a plus d'espace pour driver. C'est fort, et si tu le sers pas d'assez près en défense, il va te sanctionner derrière la ligne pendant toute la soirée. Vraiment, c'est un joueur qui attire un défenseur à lui, et à Dallas, il y a besoin de joueurs comme Grant Williams. Maintenant, je dis pas qu'il va continuer à shooter avec des pourcentages complètement hallucinants comme il le fait pendant toute l'année. Ce serait phénoménal. Mais je me dis que même 38-40% de réussite de loin, s'il arrive à maintenir un pourcentage de 38-40% de loin, ce qui peut apporter à ces Mavs, ça peut être complètement insane. Et ça, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que Grant Williams ait un si gros rôle dans une équipe des Mavericks qui d'un coup deviendrait compétitive. Même si bien sûr, il n'est pas le seul élément pour ça, et qu'on a un Derek Lively en tant que rookie qui fait de très belles choses, et qui lui aussi a un vrai rôle au poste 5. Donc à Dallas, bien sûr, on parle de Grant Williams et de Derek Lively, et quand on regarde l'équipe jouer, on a un Luka Doncic qui met tout le monde dans l'ombre. C'est son habitude, parce que Luka Doncic, il est tellement talentueux qu'il éclabousse tout le jeu de son talent, et on a l'impression de voir que lui. Mais autour de ça, voir que Grant Williams c'est une clé importante dans la réussite de ses Mavs, non seulement ça me rend optimiste pour la suite de sa saison individuelle, mais ça me laisse tout autant optimiste quant au succès potentiel de cette équipe cette année, qui grâce à Grant Williams et grâce à ce qu'elle montre dans le jeu, peut vraiment peut-être montrer qu'elle a des ambitions. Là, on parle d'un mec qui a même pas encore 25 ans, qui est un bosseur acharné, qui a pas peur du défi, qui est aussi un compétiteur avec une vraie expérience des playoffs et des matchs importants, tout ce qu'il a vécu à Boston et les finales qu'il a vécu, les finales de conférence aussi, ça joue dans son bagage, et tout ça, je trouve que ça porte amplement ses fruits jusque-là pour l'amener à avoir ce rôle-là du côté de Dallas, en tout cas à un point bien supérieur que ce à quoi j'aurais pu m'imaginer en début de saison. Les Seas, je me dis, pourraient vite se mordre les doigts de l'avoir laissé partir si facilement cet été, surtout quand on voit le manque de profondeur de leur banc, et quand on voit l'apport qu'est en train d'avoir l'ailier fort dans le Texas. Donc en attendant, c'est Dallas qui s'en frotte les mains, et en attendant, je suis bien content de mettre Grant Williams parmi
parmi mes meilleures surprises aujourd'hui, parce que je trouve qu'il mérite, même si c'est pas le joueur le plus bling bling et le plus clinquant parmi ceux que j'évoque dans ce live. Épilogue. Et donc si on fait le petit classement des joueurs en quels vous croyez le plus, donc c'était mes surprises, hein, je sais que ça reste personnel, vous êtes plein à m'avoir parlé d'autres surprises qu'on aurait pu citer aujourd'hui, du Tyrese Maxey que j'ai beaucoup vu dans le chat, j'en ai vu pas mal du Jalen Suggs aussi là, que je viens de voir dans le chat qui joue bien aussi, mais voilà, ça reste très personnel, et pour moi vraiment c'était, comme je vous disais, j'avais 6 évidences parmi les surprises que j'avais en ce début de saison, et même si ça reste très, très subjectif, parce que ça reste les miennes, je suis content d'avoir parlé de ces joueurs, et visiblement c'est des joueurs pour lesquels vous avez pas mal d'espoir et pas mal de croyances, parce qu'à chaque fois on vous a posé la question, est-ce que vous pensez que ça va maintenir ce niveau sur le reste de la saison, et pour tous les joueurs il y a eu au moins 50% de vote, donc ça veut dire que même le pire des joueurs, qui est Jalen Johnson, là, enfin le pire des joueurs, c'est pas le bon mot, mais en tout cas celui auquel vous croyez le moins pour continuer à ce niveau, c'est Jalen Johnson. Et là je vous avoue que je comprends pas pourquoi. C'est vrai que Jalen Johnson, là, il est en train d'atteindre un niveau qui est bien supérieur à celui qu'il a montré sur ses saisons précédentes en NBA. Sauf que là, ok, il shoot très bien, mais je trouve que c'est pas parce qu'il prend un coup de chaud, je trouve que c'est parce qu'il a soigné sa sélection de shoot, il joue intelligemment, et surtout, on a un Quinn Snyder qui lui fait confiance, et franchement, le voir tourner à 14 points et 8 rebonds, bah ouais, j'ai l'impression qu'il peut faire ça toute sa vie, voire même mieux, donc vous êtes que 50% à penser qu'il va continuer à ce niveau-là. Le concernant, je suis plus optimiste que vous. Celui qui vient juste après, c'est Cam Thomas. Vous êtes 56% seulement à croire qu'il va continuer à ce niveau-là, et je comprends. Il va falloir voir comment il revient de blessure, comme je disais, comment la hiérarchie se réétablit avec Michael Bridges, qui justement, en l'absence de Cam Thomas, va reprendre des responsabilités offensives. Donc tout ça, ça pose question, et c'est pour ça que vous êtes que 56% à croire qu'il va continuer à ce rythme, c'est-à-dire proche des 27 points par match. Comme je disais, je comprends ce vote-là, je comprends qu'il soit aussi classé numéro 5, je l'aurais mis par là, et ça montre que finalement, il y a peut-être peu de chance qu'il finisse meilleur scoreur de la NBA avec les paris de The Bet, mais comme je vous le disais, ça peut être un bon petit délire avec des free bets. Peu importe, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est plutôt de parler comment justement il peut maintenir ce niveau-là. Et comme je disais, il y a quand même un monde où justement en revenant de blessure, il va continuer à progresser, continuer à obtenir la confiance de ses coéquipiers, continuer à obtenir la confiance de son coach, et continuer surtout avec une confiance fabuleuse, parce que lui, il a une confiance fabuleuse en lui pour faire des cartons. C'est un mec qui peut marquer 50 points cette saison, ça m'étonnerait même pas. Il peut faire même 60 points en carrière, ça se trouve même plus encore. Non, c'est un dingue au niveau du scoring, et je pense que ouais, il peut continuer, surtout dans les conditions dans lesquelles il est à l'heure actuelle. Ensuite, Kelly Oubre Jr., vous êtes 66% à y croire, c'est un bon score, hein, ça veut dire que Kelly Oubre, beaucoup d'entre vous pensent qu'il peut continuer à ce niveau-là et avoir un très gros rôle à Philadelphie, que ce soit dans l'alchimie mais aussi dans le jeu, en continuant à tourner à des chiffres proches de 15-16 points par match, et surtout en ayant cette espèce d'impact dans la victoire et cette espèce d'impact dans l'alchimie. Encore une fois, va falloir voir comment il revient lui de son accident qu'il a eu en tant que piéton quand il s'est fait renverser par une bagnole. Il va falloir voir mentalement aussi comment il est, combien de temps il va lui falloir pour revenir. Je comprendrais qu'il s'absente des terrains pendant un moment, pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles sur la durée de son absence. Tout ça, ça va déterminer la suite de sa saison, mais quand je vois ce qu'il a fait en début de saison, s'il revient à 100% mentalement, je pense effectivement qu'on a un Kelly Oubre qui peut continuer à ce niveau. En numéro 3, c'est Grant Williams, vous êtes 81%, là on passe aux joueurs pour lesquels vous croyez fort, parce que ça dépasse les 80%. Donc Grant Williams, vous êtes 81% à penser qu'il peut continuer à ce niveau. Comme je le voyais dans le chat, pour vous, le fit avec Luka Doncic semble évident, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si sur le papier ça me semblait pas si évident que ça, aujourd'hui ça semble évident. Maintenant, est-ce qu'il va continuer à tirer à plus de 50% à 3 points? Je pense que ça va être chaud, mais ou ne serait-ce que tirer à 50% à 3 points, on le voit, là il est en train de connaître une phase de moins bien, mais je pense que c'est ce à quoi il faut s'attendre avec Grant Williams. Quelques matchs où il va être à fond, 2-3 matchs de moins bien, et il peut continuer comme ça toute la saison, et quoi qu'il en soit, je pense qu'il aura toujours ce rôle à Dallas, j'y crois, et je comprends qu'il soit sur le podium aussi. En numéro 2, Naz Reid. Ce serait fou, lui qui continue à ce niveau, parce que regardez ses pourcentages, là si la saison s'arrêtait maintenant, il serait dans le 50-40-90 club, ce serait quand même légendaire pour un intérieur de tirer à plus de 90% en lancer franc et 40% à 3 points, mais regardez, ce Naz Reid, c'est un soldat qui a pas beaucoup besoin de temps de jeu pour briller, qui va scorer, qui est utile très 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 rapidement. Pour vous, je l'ai lu dans le chat, c'était pas une surprise, parce que vous aviez vu déjà l'année dernière à quel point il avait des qualités. Je peux vous rejoindre, c'est vrai qu'il avait montré ces qualités-là l'année dernière, mais je trouve qu'il a vraiment encore progressé, et surtout, l'année dernière, il avait profité de la blessure de Karl Anthony Towns, voir que maintenant il peut continuer à performer, même avec un Karl Anthony Towns qui est là, même avec un Rudy Gobert qui est là, justement en 22 minutes, et d'apporter ce côté energizer à 13 points par match, mais aussi de montrer qu'il peut porter la balle, regarder un petit peu le jeu aussi, et justement créer pour lui, chose que je l'imaginais pas capable de faire. Là, en face-up, il montre qu'il a 2-3 moves, il peut partir après un jab step, je trouve ça très fort. Est-ce qu'il va continuer à avoir une telle adresse? Je suis peut-être un peu moins confiant que vous. Un Naz Reid en 50-40-90 club, j'ai du mal à y croire. Je l'aurais sûrement un peu classé plus bas dans ceux qui peuvent poursuivre à ce niveau-là,
Quoi qu'il en soit, même s'il va pas poursuivre avec cette adresse, je reste persuadé qu'il peut continuer à avoir un rôle très très important pour ces Minnesota Timberwolves. Et celui auquel vous croyez le plus, c'est Jalen Duren, le plus jeune évidemment, qui lui aussi connaît un coup de mou depuis sa blessure à la cheville, mais je pense que c'est son âge. Vous êtes 91% à penser qu'il va continuer à ce niveau-là, parce qu'on le voit, c'est une bête, et surtout, il est très 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 jeune, je le répète, mais au jour de ce live, il a encore 19 ans. Il va avoir 20 ans dans la semaine, mais aujourd'hui, il a encore que 19 ans, et voir à quel point il progresse, justement à 19 ans, voir quel rôle il peut avoir à son âge, et voir justement sa marge de progression qui est encore démente, et s'imaginer, moi, le truc, c'est Jalen Duren, je pense que je l'aurais mis en 1 aussi parmi les joueurs auxquels je crois le plus, mais surtout, non seulement je pense qu'il peut continuer à ce niveau-là, mais faire encore mieux, parce que de plus en plus, il est responsabilisé du côté de Détroit, de plus en plus, on a un Monty Williams qui arrive à l'utiliser comme il faut, on a une relation avec Cade Cunningham qui est en train de se développer de la meilleure façon possible, et aujourd'hui, on le voit, c'est un pilier de cette rotation des Pistons, et je pense que ça va encore s'amplifier à l'avenir, et tout au long de la saison, et Jalen Duren, ouais, je l'aurais mis numéro 1 aussi, et on est d'accord avec ça, parmi ses surprises, c'est potentiellement celui qui a le plus de chances de confirmer, et même de faire mieux à l'avenir, tant son potentiel est immense. Quoi qu'il en soit, c'était cool, de parler de tout ça tous ensemble, c'était chouette que je puisse vous présenter mes surprises, c'était un live assez personnel, je sais tous qu'on a des surprises différentes, mais ces joueurs-là, c'est pas des joueurs dont je parle régulièrement sur mes lives, et j'ai trouvé ça super cool de les mettre en valeur aujourd'hui, c'était l'occasion où rêvait d'en parler, et je trouve que ces 6 joueurs méritaient justement qu'on parle plus d'eux au vu du début de saison qu'ils sont en train de réaliser en NBA. Voilà pour ce qui est de mes meilleures surprises depuis le début de la saison NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ma surprise? Et surtout, vous, qui est votre meilleure surprise personnelle depuis le début de cette campagne? Dites-moi tout ça en commentaire, vous connaissez, comme d'habitude, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et pour finir, tu connais, si le contenu t'a plu, n'oublie pas le pouce vers le haut, et surtout n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est super important. Pour ça la team, je vous remercie du fond du cœur, et je vous dis à très vite.